Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les bases du pentest. Alors c'est une vidéo que je voulais faire quand même depuis pas mal de temps. Et donc elle sera très high level, donc on va pas vraiment parler de technique dedans, mais on va parler vraiment de les bases du pentest, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, les types de pentest, ce genre de choses. Alors vous voyez là je suis sur TryHackMe, qui est un site pour apprendre le hacking en général qui est vraiment bien. Je le conseille vraiment pour les personnes qui débutent le pentest, ou le pentest ou la sécurité informatique en général. Il y a vraiment des cours pour à peu près tout, il y a des challenges, c'est vraiment complet. Et là, du coup, aujourd'hui, je vais me baser sur ça pour vous parler du pentest. Alors, forcément, c'est en anglais, mais pour faire très court, le pentest, qu'est-ce que c'est? C'est un métier dans lequel on va tenter de déceler les failles et les vulnérabilités d'un système. Donc, ça peut être, par exemple, un site web, du Wi-Fi, ça peut être un réseau interne, ce genre de choses, d'une entreprise, pour ensuite faire remonter ces informations à cette entreprise pour qu'elle puisse patcher ses failles. Voilà, donc c'est très grossier ce que j'ai dit, des choses plus complexes que ça, mais dans l'idée c'est ça, c'est une personne qui est payée pour tenter de d'attaquer un système, pour trouver les failles et les remonter à l'entreprise pour qu'ils puissent les patcher. Donc ça c'est la version on va dire high level vraiment basique. Ensuite si on rentre un peu plus dans les détails, et on peut voir qu'il y a différents types de tests. Alors, je passe sur le côté white hat, grey hat et black hat au niveau des hackers. Pentest, c'est full éthique, donc on est dans la catégorie des white hat, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'illégal, mais on verra ça par la suite au niveau des documents, tout ça. Euh, donc le truc de base, c'est au niveau des tests. Quand un client commande un test, donc ça, on verra ensuite par la suite comment ça se passe quand un client prend contact avec une entreprise qui fait du pentest ou un professionnel en freelance ou ce genre de choses. Mais il y a la question qui se pose à un moment donné, est-ce que le test, on le fait en black box, en gray box ou en white box? Alors comme le nom l'indique, black box, c'est qu'on n'a aucune connaissance sur le sujet. C'est-à-dire que, par exemple, si jamais le client veut qu'on teste un site web, donc la sécurité d'un site web, il va potentiellement nous donner que l'adresse IP ou que l'URL du site web. Et après, c'est nous derrière de nous démerder. Est-ce qu'il y a un compte ou pas? On ne sait pas, c'est à nous de tester, du brute force, tout ça. L'avantage, c'est que le black box, ça ressemble beaucoup à ce qu'un hacker ferait dans la vraie vie, donc par exemple quelqu'un de malveillant. Le problème, c'est que ça prend beaucoup plus de temps vu qu'il y a toute la phase d'énumération qu'on doit faire plus profondément pour trouver les informations qu'on ne nous a pas données à la base. Donc voilà, il y a côté positif beaucoup plus réaliste, côté négatif, ça prend beaucoup plus de temps. Souvent dans les pentests, c'est un mix des deux parce qu'on est plutôt assez limité par le temps. Euh, alors ça dépend comment votre entreprise facture au client, mais ça peut se faire à la journée, et du coup si on facture à la journée, forcément un pentest ne peut pas durer 6 mois. Souvent, c'est pour un site web, en fonction de la taille du site web, ça on verra encore par la suite au niveau du kick-off, donc la phase de début du projet avec le client. Il faut se mettre d'accord sur la taille du service ou de la chose à tester. Un site web comme Amazon, on ne mettra pas autant de temps pour le tester que un vieux site web d'une mairie, par exemple. Voilà, ça c'est aussi des choses à prendre en compte. Ensuite, on passe au niveau de la gray box. C'est-à-dire qu'en fait, on a des données partielles. C'est-à-dire que si on reprend encore, je reprends l'exemple du site web parce que c'est le plus parlant, c'est ce qui est le plus connu et souvent ce que les entreprises demandent le plus. Au niveau d'un site web, le gray box, c'est on va nous donner par exemple l'URL à tester, et si jamais derrière il y a des comptes, pour se connecter à un espace utilisateur ou ce genre de choses, on va nous donner ces comptes-là. Alors ce qui est demandé très souvent, c'est donner un compte par niveau de droit. C'est-à-dire que si jamais on a un compte admin qui peut se connecter derrière et un compte client, on va souvent demander au client un compte pour l'utilisateur et un compte pour l'administrateur. Pourquoi? Parce qu'ensuite, derrière, on va pouvoir tester la ségrégation des données, on va pouvoir tester si en tant que simple utilisateur, on peut faire une privilege escalation jusqu'à arriver à l'administrateur, ce genre de choses. Une Greybox, c'est un peu entre les deux, entre le black et le white. C'est-à-dire que on va faire des tests en ayant connaissance de quelques informations, ce qui évidemment nous prend un peu moins de temps que le black box au niveau de l'énumération. Mais ça n'empêche qu'il faut quand même bosser. Et le dernier, c'est le white box, où là on a une connaissance totale sur le sujet, donc sur le service qu'on va tester, en reprenant encore l'exemple du site web, par rapport
à un test Greybox. Ici, on aura directement accès au code source. Donc c'est-à-dire qu'on peut encore aller plus profondément dans l'analyse du code source, puisqu'on y a directement accès. Alors là, encore une fois, il faut trouver un juste milieu. Qu'est-ce que cherche le client? Parce que le problème du whitebox, c'est que ça va être très exhaustif. On va pouvoir aller vraiment en profondeur dans les lignes de code du site web pour voir ce qui se passe. Mais le problème, c'est que du coup, c'est absolument pas réaliste. Quoique, ça dépend, mais un hacker, quand il est depuis l'extérieur, à moins qu'il ait réussi à péter le site web et ensuite accéder aux données dedans, donc aux fichiers par exemple, au code source, euh, en black box, normalement, il n'a pas accès au code directement. Nous, on nous donne directement l'accès à ça, et donc on peut déjà regarder s'il y a des vulnérabilités qu'on n'aurait pas vues directement en faisant un test depuis l'extérieur. Donc voilà, ça c'est les trois grands tests. Donc si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur le site web, je le mettrai, enfin sur l'URL sur laquelle je suis, sur TryHackMe, je la mettrai dans la description si ça vous intéresse. Donc c'est en anglais, mais bon voilà. Sinon, vous pouvez toujours faire des recherches sur Internet, c'est très important aussi de savoir chercher par soi-même pour trouver les informations nécessaires. Donc là, il nous parle des white hat, machin, ça on s'en fout. Je pense que vous en avez déjà assez entendu parler, pas besoin d'en remettre une couche. Ce qui est très important aussi, du coup, c'est le Rules of Engagement. Donc ça, c'est le premier document. Alors moi, j'appelais ça kick-off meeting avant. C'est-à-dire que c'est un meeting de kick-off, de mise en œuvre, on commence le projet. Donc en fait là, donc c'est pas ultra. Alors, je vais l'ouvrir, ça aussi c'est assez intéressant. En fait, ça c'est un document qui va nous permettre, donc ça c'est tout au début, avant même qu'on fasse la phase d'énumération ou quoi que ce soit, quand le client il vient vers nous, donc en tant que nous en tant que pentester, quand un client vient et qui nous dit j'aimerais tester ce site web, faut voir plusieurs choses avec lui. Déjà, il faut voir pour qu'il puisse nous donner la permission de le faire. Ce qui caractérise, enfin ce qui différencie plutôt un pentest un pentest légal de quelque chose d'illégal, c'est qu'en pentest, on a l'autorisation. Alors que quelqu'un sur Internet qui va s'amuser à scanner des serveurs ou quoi que ce soit n'a pas l'autorisation et du coup, s'il se fait choper, c'est punissable. Il peut avoir des sanctions. Ici, ce document nous permet du coup d'avoir les permissions, c'est-à-dire que à la fin du document, on le verra par la suite ici, mais à la fin du document, toutes les personnes qui sont engagées pour ce pentest vont signer, c'est-à-dire est le client qui autorise, voilà, on nous dit, il nous donne la permission explicite au niveau du document, c'est-à-dire que le client écrit noir sur blanc sur le document, euh, autorise l'entreprise machin ou le pentester bidule à effectuer un test sur mon application, il donne les détails de l'application, ce genre de choses. Donc ça c'est très important pour éviter d'aller en prison quand on fait un pentest, c'est d'avoir les autorisations et les permissions nécessaires de la part du client. Ensuite on a au niveau du scope. Donc le scope c'est, on peut traduire ça par le périmètre, c'est-à-dire que quand un client va nous dire qu'il veut tester un site web, il faut d'abord essayer de comprendre, est-ce que le client il veut vraiment qu'on teste ce site web là, ou est-ce qu'il veut tester quelque chose qui est derrière. Donc il faut vraiment comprendre, en posant des questions, comprendre ce que veut le client et est-ce que ce qu'il demande est vraiment ce qu'il veut. Parce que des fois il y a des clients qui nous demandent de tester telle ou telle chose, et finalement après un peu de discussion, on se rend compte que c'est pas vraiment la chose qu'ils voulaient tester, mais ça, on peut pas leur en vouloir, c'est notre travail, c'est à nous de le faire, parce que la plupart du temps, les personnes qui viennent pour faire des tests, c'est pas des personnes qui sont techniques, c'est des personnes qui sont high level, qui sont managers ou autres, et leur entreprise leur a demandé de commander un pentest chez nous, par exemple. Et du coup, au niveau de là, des fois, ils sont pas tout à fait au courant de comment fonctionne l'application ou ce qui se passe derrière. Donc c'est important de toujours communiquer avec le client pour savoir ce qu'il veut et est-ce que le pentest correspondra bien à ses attentes. Et ensuite, ce qui est important, c'est de définir des règles. Non, définir des règles, c'est-à-dire que toujours pendant la première réunion, donc il y aura plusieurs réunions au niveau du projet, la toute première réunion, c'est définir les règles. C'est-à-dire que le client, il va nous dire, par exemple, OK, vous testez ce site web-là, mais je veux pas que vous testiez la partie authentifiée. C'est-à-dire que vous restez sur la partie publique ou comme si vous étiez quelqu'un de lambda qui n'avait pas de compte sur l'application et qui fait juste le truc classique sur la partie publique. Donc ça, c'est des règles à définir. On verra aussi par la suite dans le document. Bon, on peut y aller directement. Hop. Alors ici, c'est un document qui nous est présenté. Alors c'est un exemple qui nous est présenté par Sans.
Alors, celui-là, j'ai déjà regardé, je le trouve absolument pas complet. Normalement, c'est beaucoup plus complet que ça, il y a beaucoup plus de questions. Mais on va dire que c'est les informations générales. Alors, ça, c'est les informations concernant l'équipe qui va faire le pentest. Donc, c'est toujours important de bien noter le numéro de téléphone de la personne de contact. Pareil au niveau de l'entreprise, celle qui organise le pentest, le client plutôt, qui demande un pentest. Par exemple, intéressant d'avoir une personne en interne là-bas qui est technique. Quand on va faire le pentest, si jamais on casse quelque chose, qu'on a un problème, qu'on n'arrive pas à se connecter, qu'on est ban au niveau de l'IP ou quoi, c'est toujours intéressant, et c'est même presque primordial et obligatoire, d'avoir une personne en interne là-bas, de technique, qui puisse nous déverrouiller la situation si jamais on a un problème. Voilà, donc là c'est toutes les informations de contact. Là, la date de début du test, la date de fin du pentest, c'est aussi intéressant pour savoir, pour mettre des deadlines. Et là, il y a quelques questions. Alors, c'est des trucs très basiques. Normalement, c'est beaucoup plus poussé que ça. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est mieux de prendre en compte et d'avoir un maximum d'informations au départ. Par exemple, ici, on va nous demander est-ce que le pentest est de type black box? Alors, oui, non, on précise tout ça. Là, ici, on doit rajouter l'adresse IP du système qu'on va attaquer. Là, encore une fois, ça dépend du test. Si c'est un Wi-Fi, alors il faut mettre le nom du Wi-Fi, peut-être son BSS ID, ce genre de choses. Bon, voilà. En gros, là, c'est les trucs de base, donc des informations qu'on demande. Un site web, ce qui est important, c'est au départ, pour savoir un peu comment on va facturer le client, combien de temps on va se mettre sur le site web, on peut lui demander, par exemple, approximativement, combien de pages le site web possède. Est-ce qu'il y a une partie authentifiée? Si une partie authentifiée, est-ce qu'il y a des comptes utilisateurs? Est-ce qu'il y a des comptes admin dessus? Combien il y en a? Ce genre de choses. Et en fait, ça va nous permettre de comprendre et de définir, on va dire, un peu le scope de l'application et de savoir si on aura besoin de beaucoup de temps pour faire le test ou pas. Pareil, le client, si jamais il veut qu'on soit en black box, bah du coup, il n'y a pas beaucoup d'informations qu'il nous fournit. Ce genre de choses. Voilà. Et à la fin, le truc le plus important, c'est la signature de tout le monde avec la date pour qu'on ait une preuve écrite. Si jamais, par exemple, on fait un pentest, que le client, je sais pas, il n'est pas content et qu'il veut nous attaquer en justice, par exemple, il porte plainte en mode il va au tribunal. Cette entreprise, et en disant que notre entreprise, donc, ou alors le pentester, a fait un test sans autorisation, il ne devait pas faire ça, machin. Et nous, de notre côté, ça nous permet de nous défendre en mode, si vous avez signé, vous nous avez indiqué le type de test, les adresses IP à tester, ce genre de choses. Alors, il faut faire attention, bien sûr, de, pendant le test, ne pas sortir du scope. C'est-à-dire que si par exemple on nous donne une URL d'un site web à tester, si on attaque une autre URL, il peut y avoir des répercussions. Mais encore une fois, ce document n'est pas fixé dans le marbre, c'est-à-dire que si jamais pendant le test on découvre une adresse IP qui fait partie du même client, donc que le client possède, mais qui n'avait jamais fait gaffe au niveau du site web, ou alors il ne pensait pas qu'on pouvait rebondir dessus, on peut après l'inclure, on peut inclure cette nouvelle URL dans ce document et dans le pentest en général. Mais ça, encore une fois, c'est à voir avec le client et c'est au cas par cas. Voilà. Ça, c'était la chose la plus importante. C'est la toute première phase. C'est le document Rules of Engagement qui nous permet de voir avec le client un peu au niveau de l'autorisation, du scope et des règles à avoir au niveau du test. Ensuite, alors ici, il y a toutes les méthodologies, mais on ne va pas s'attarder là tout de suite. Ce qui est très important aussi, c'est les différents, donc on peut le voir ici, les différentes phases au niveau d'un pentest. Alors ici, vous verrez sur internet, si vous cherchez pentest phase ou ce genre de choses, alors il n'y a jamais le même nombre de phases, il y en a qui disent qu'il y en a 5, d'autres 6, d'autres 7, bon bref, c'est jamais la même chose. Et ici, en fait, Triacme, je suis content parce que c'est vraiment ce qui correspond le plus à la réalité. Euh, Si vous verrez des fois sur des sites web, ils parlent de choses, mais j'ai l'impression qu'ils recopient un peu ce qui se passe, ce qui se trouve sur le web à droite à gauche, sans vraiment comprendre derrière et sans vraiment connaître le fond. Alors, la toute première pardon, pas phrase, ils appellent ça Information Gathering. Bon, moi, du coup, j'aurais appelé ça le kick-off, qui est lié un peu à ce qu'on a vu avant, au ROE, Rule of Engagement. Donc, il y a toute la première partie, Rule of Engagement, où on doit prendre le contact avec le client pour savoir ce qu'il veut, définir ses besoins réels, et au niveau de l'application, voir un peu la taille, ce genre de choses. Ensuite, on a tout ce qui est récolter des informations qui sont publiques, donc accessibles publiquement par rapport à notre target. Donc on peut appeler ça par exemple, on peut faire appel à de l'OSINT.
et ça ne correspond pas à du scan. C'est-à-dire que la phase de scan, ce sera plus tard. Là, en l'occurrence, ça dépend du type de test, encore une fois. Si jamais on nous donne juste une adresse IP et qu'on est en black box, ok, il va falloir faire de l'osine, il va falloir découvrir qu'est-ce que c'est que cette adresse IP, qu'est-ce qu'il y a comme service derrière. Donc on peut notamment utiliser par exemple Shodan, qui est un moteur de recherche au niveau du réseau, des sites web, des adresses IP, voir s'il y a quelque chose derrière, ce genre de choses. Mais voilà, la première information, encore une fois, ça dépend du type de test qu'on a. Si c'est du Wi-Fi, si c'est du test interne, bon, c'est pas toujours la même chose. C'est pour ça, pardon. C'est pour ça que ça, encore une fois, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver à certains endroits, mais certaines personnes ne mettront pas les mêmes phases ou les mêmes noms de phases. C'est un peu propre à chacun, on va dire. Ensuite, il y a toute la phase d'énumération et de scanning. Donc là, c'est la phase où potentiellement on va utiliser du Nmap. Là, vous connaissez bien, c'est un outil de scan pour voir au niveau d'une machine ou d'un serveur les ports qui sont ouverts dessus pour voir s'il peut y avoir une porte d'entrée ou quelque chose qui est potentiellement vulnérable dessus. On a de l'énumération, si on prend l'exemple d'un site web, l'énumération c'est si jamais on est en black box, est-ce qu'on a des répertoires cachés? Est-ce qu'on a des fichiers accessibles sans qu'on ait besoin de se connecter dessus? Est-ce qu'on peut lister tous les utilisateurs qui sont présents inscrits sur le site? Voilà, donc ça c'est toute la phase d'énumération de scan. Donc ça se passe au début. Ensuite on a l'exploitation, où là on va dire que c'est la partie la plus fun, c'est là où on va tenter, avec toutes les données qu'on aurait récupérées avant. Je précise aussi que l'énumération, c'est l'une des phases les plus importantes. On pourrait croire que c'est l'exploitation, mais l'énumération, c'est ce qui prend le plus de temps, et c'est aussi ce qui va définir le mieux si on arrive à exploiter la target ou pas. Plus on a d'informations au niveau de la target, plus on a de chances de pouvoir l'exploiter. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus d'informations, on sait quel est le système, on connaît toutes les versions des services, on sait quelle technologie est utilisée, et du coup, avec ces recherches-là, on peut mieux targeter, c'est pas français mais vous m'avez compris, on peut mieux cibler la faille et mieux l'exploiter. Donc plus, ça c'est une phase à surtout pas négliger, l'énumération c'est ultra important parce que plus on a d'informations, plus on va être capable de potentiellement pouvoir exploiter la faille. Donc là c'est l'exploitation ensuite, alors soit c'est des choses qui sont assez classiques, donc des misconfigurations, si jamais depuis un site web on arrive à accéder à un fichier qui contient les mots de passe sur le serveur, on a gagné. Ça peut être des choses beaucoup plus complexes, ça peut aller jusqu'à de l'exploit au niveau des browsers, ce genre de choses. Donc voilà, il y a un peu de tout. Il y a des misconfigurations, il y a, bah après vous verrez, ça rentre plus au niveau de l'exploitation, ça rentre plus au niveau de toutes ces méthodologies, donc l'OSSTMM, l'OWASP. OWASP, vous en avez certainement entendu parler, le top 10, le fameux, qui change tous les ans, donc voilà, ce genre de choses. Là, ça c'est de l'exploitation. Ensuite, l'exploitation, ça nous sert à avoir un premier pas sur la machine. C'est-à-dire que au début, on est à l'extérieur et ensuite, normalement, suite à notre première exploitation, on peut avoir soit accès au site web ou serveur web plutôt, soit avoir accès directement à un shell sur la machine, sur le serveur. Voilà, donc ça, c'est on a un premier pas sur la machine. Ensuite, souvent, quand on est sur la machine, sauf encore une grosse erreur au niveau de la mise en place, si on reprend l'exemple de site web, normalement, un site web, si vous arrivez à l'exploiter et que vous avez un shell dessus, donc au niveau du serveur web, vous devrez être connecté en tant que 3W data sur la machine. Ça, c'est si c'est bien configuré. Si c'est mal configuré et que la personne la run en route, bah, suite à l'exploitation, vous serez déjà route. Voilà. Mais en soi, normalement, si c'est à peu près bien configuré, vous devrez arriver avec un utilisateur qui n'a pas beaucoup de droits et souvent qui n'est pas un utilisateur qui a été créé sur la machine. C'est quelque chose de base qui est automatiquement intégré dessus. Donc suite à ça, vous avez un premier accès à la machine. Arrive la phase de privilege escalation, donc escalation de privilèges en français. C'est le fait de, une fois qu'on est sur le système, trouver encore en plus des vulnérabilités dessus pour réussir à augmenter nos privilèges. C'est-à-dire que si on a un utilisateur avec aucun droit, il faut essayer d'en trouver un ou trouver une faille ou quelque chose sur le système qui nous permette d'augmenter nos droits. C'est-à-dire que le but final, c'est de devenir, alors sur Linux c'est root, sur comment ça s'appelle, Windows c'est NT Authority System. Bref, en gros, il faut devenir administrateur de la machine. Une fois qu'on est administrateur de la machine, on a tout gagné et on peut ensuite rebondir, mais ça, ce sera dans la phase suivante. Donc, la phase d'escalation de privilèges, c'est très important aussi, et ça refait un peu, en fait, c'est comme si ici, les trois ici, c'était une boucle. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est sur la machine, il faut refaire de l'énumération
pour pouvoir trouver des potentielles failles une fois qu'on est sur la machine pour rebondir. Une fois qu'on a trouvé ces failles, il faut les exploiter et on a accès à d'autres privilèges. Est-ce que on est root? Oui ou non? Est-ce que ça nous suffit? Si oui, alors on s'arrête là et on peut passer à la suite. Sinon, bah, on doit refaire une privesc, une privilege escalation, et du coup, bah, on doit de nouveau énumérer via notre nouvel utilisateur qu'on a obtenu, vu que forcément ils n'auront pas tout à fait les mêmes droits. Est-ce que l'utilisateur est moins bien configuré, mieux configuré? Donc là, il faut refaire une énumération. On réexploite si on trouve quelque chose, et on refait une privilege escalation, ainsi de suite. Donc en fait, ici, c'est une boucle, et on doit le faire autant de fois que nécessaire. Privilege escalation, il y aura des vidéos sur la chaîne au niveau de ça qui seront vraiment plus techniques, où on verra des exemples réels, concrets, de ce qu'est une privilege escalation et comment passer ça. Alors, ici, vous pouvez voir qu'il y a différents niveaux de privilege escalation. Il y a le niveau horizontal. Alors attendez, je crois que je sais plus où est-ce que c'est. Peut-être qu'à un moment ils en parlent. Euh, non, c'est pas ici. Ok, bah, je croyais qu'ils en parlaient ici, mais apparemment pas. Ou alors j'ai loupé. Non, ok, bref, bon, bref, tant pis. Euh, il me semblait qu'il y avait un. Non, ok. Bon, bref. Ici, on peut voir donc soit une escalation de privilèges de manière horizontale ou verticale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que horizontal, donc on va être toujours plat, c'est qu'on va passer d'un utilisateur à un autre, mais le nouvel utilisateur n'aura pas forcément beaucoup plus de droits que le premier. Il aura juste des droits différents et il peut être configuré de manière à nous laisser plus de champs de possibilités pour l'attaquer. Par contre, si on veut faire une escalation de privilèges de manière verticale, c'est-à-dire qu'on va monter, on va obtenir plus de droits. Par exemple, si on a un utilisateur 3W Data, qu'on fait une escalation et qu'on arrive directement en route, c'est que c'est vertical, puisqu'on a gagné en permission, en privilège. Voilà. Donc là, il nous explique bien que l'horizontal, c'est d'accéder à un autre compte du même groupe de permissions, donc par exemple un autre utilisateur, alors que vertical, c'est accéder à un groupe d'une autre permission, et très souvent qui a des droits plus élevés. Parce que si on est sur un utilisateur qui a des droits moins élevés, bah, il y a potentiellement, statistiquement, moins de chances qu'on puisse faire quelque chose avec. Et une fois qu'on est sur la machine, qu'on est en possession de la machine, donc on est root ou administrateur dessus, quelque chose de vraiment important, c'est, alors, encore une fois, est-ce que dans le scope qu'on a défini au début, dans les règles d'engagement, est-ce que le client nous autorise à péter complètement la machine, à devenir root dessus, oui ou non? Des fois, le client a juste envie qu'on ait un shell dessus et ça suffit au niveau de la compromission. Il veut pas qu'on aille plus loin. Donc là, encore une fois, avant de faire n'importe quoi et d'aller au bout, il faut voir avec le client ce qu'il veut. Donc ça c'était une chose, une phase de la post-exploitation. Si jamais on a les droits, alors on peut, encore une fois, ça dépend avec l'autorisation du client, on peut faire des choses en plus comme pivoter sur d'autres serveurs. C'est-à-dire rebondir sur d'autres serveurs, attaquer d'autres serveurs, ce genre de choses, une fois qu'on est dans le réseau. Bon là, il parle de couvrir nos traces. Je vais pas vous mentir qu'en tant quand on est en pentest, ça c'est vrai pour tout ce qui est red team et ce genre de choses. Pentest, on s'en fout un peu de faire du bruit ou quoi. Normalement, l'équipe en face est au courant. Donc la blue team de l'entreprise, si on a une, elle est au courant, donc elle doit passer les logs, ce genre de choses. On est whitelisté souvent, donc il n'y a aucun problème. Là, la post-exploitation, c'est plus dans le cas d'un red team où on doit couvrir notre trace et ne pas se faire repérer par la blue team en face. Là, en l'occurrence, en pentest, on s'en fout un peu, on peut faire du bruit, ça n'a aucune importance. Et une partie là, on voit juste le petit 4 reporting. Alors, pour les personnes qui n'ont jamais fait de pentest et qui croient que c'est un métier de rêve, alors oui, c'est très amusant parce qu'il y a toute la partie énumération, exploitation, privacy, tout ça qui est drôle, mais on va pas se mentir qu'une grosse partie aussi d'un pentest, c'est le reporting. Le reporting, c'est quoi? C'est écrire le rapport de tout ce qu'on a fait, ce qu'on a trouvé, comment on l'a trouvé, et les mitigations, la mitigation, je sais pas comment dire en français, le fait de mitiger les vulnérabilités, donc comment faut faire pour les patcher, ça c'est vraiment important et c'est une phase qui n'est pas à mettre de côté au niveau du rapport. Le rapport, c'est la seule chose que le client va avoir de votre part. C'est-à-dire que vous, si vous avez fait plein d'exploitations de machin, mais que vous plein de trucs assez stylés,
ou alors qui sont très utiles, qui sont très critiques, mais que vous n'avez pas mis dans le rapport, le client ne va pas le savoir en fait. Donc tout ce que vous mettez dans le rapport, le client va se baser dessus. C'est-à-dire que même si vous faites quelque chose qui n'aboutit pas forcément, c'est aussi intéressant de le mettre dans le rapport, puisque le client va pouvoir voir ce que vous avez testé et est-ce que c'est passé ou pas. Voilà, donc là, le rapport, c'est vraiment quelque chose d'important parce que c'est le document final que vous allez remettre au client et le client va se baser dessus pour améliorer sa sécurité. Voilà, donc je sais pas si c'était assez clair, la vidéo fait genre 25 minutes, je pensais que ça allait faire à peine 10 minutes, j'ai beaucoup parlé, j'espère que ça aura été clair, on est resté vraiment high level, donc on est resté un peu dans la théorie, on n'est pas allé très loin en pratique, mais ça, ce sera le rôle des autres vidéos qui viendront par la suite. Donc encore une fois, on fera des vidéos sur les scanners, comment faire de l'énumération, la présentation d'outils, ce genre de choses. Donc voilà, ce sera quelque chose d'assez poussé, une sorte de série d'introduction au pentest pour vous donner les bases nécessaires. Mais le plus important, c'est que vous aussi, de votre côté, vous alliez directement chercher des informations sur Internet. Parce qu'en tant que pentester, la qualité première qu'il faut avoir, c'est savoir se débrouiller, savoir trouver les informations par soi-même et surtout être curieux. Voilà. C'est vraiment les choses les plus importantes. La technique, ça viendra après, une fois que vous saurez où chercher et que vous aurez pas mal d'expérience et de connaissances. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour cette vidéo. Bon, j'ai un peu bafouillé par moment, mais j'espère que ça aura été assez clair. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu pour être, abonnez-vous pour être au courant de la prochaine vidéo et le petit pouce bleu qui fait plaisir, qui fait toujours plaisir. Voilà. Donc d'ici là, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, stay cross. Allez, bye bye.